Bonjour à tous. Comme vous le savez sans doute, Français habitant en Espagne et particulièrement à Barcelone, où nous sommes appelés aux urnes après l'annulation de l'élection le 11 juillet dernier de la députation des Français de l'étranger. Alors Stéphane Vegeta a dû quitter son poste et donc nous sommes appelés aux urnes à la fin de ce mois de septembre. Et pour succéder à Stéphane se présente son ancienne suppléante Nathalie Coggia. Salut Nathalie. Bonjour Guillaume. Et moi, c'est vrai qu'on est dans une séquence un peu particulière d'un point de vue national. Et puis cette élection qui arrive au moment où beaucoup de choses se passent en France, avec un peu d'incertitude. Mais on est dans les Français de l'étranger, cette population un peu particulière. On est représenté à l'Assemblée nationale depuis maintenant 13 ans. Donc ça fait 13 ans que les députés des Français de l'étranger existent. Et je pense que pour la meilleure façon de parler de ce scrutin qui arrive, c'est de savoir quel est le rôle et quels sont les combats que portent les députés représentant les Français de l'étranger, sachant qu'il y en a beaucoup dans cette circonscription qui couvre le Portugal, l'Espagne, des pays limitrophes, l'Andorre et Monaco. Donc on parle de plusieurs centaines de milliers de Français qui habitent dans cette circonscription. Et donc, le rôle d'un député français de l'étranger, quel est-il? Quels sont ses combats? Et comment est-ce que toi, à la suite de Stéphane, on espère, tu vas porter cette voix des étrangers, des Français vivant à l'étranger, au Parlement français? Pardon pour cette introduction un peu longue. Pas de souci. Et donc, déjà, merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être à Barcelone, en Catalogne, et j'en profiterai pour aller à la rencontre des Françaises et des Français d'ici tout à l'heure. Donc, j'aurai l'occasion d'échanger plus amplement avec eux sur ce sujet. Mais écoute, un député ou une députée des Françaises et des Français de l'étranger, c'est déjà un député ou une députée de la nation. Donc, il ou elle a le même rôle que tout député, on va dire, élu sur une circonscription nationale. Donc, et son rôle, c'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement principalement. Mais c'est vrai que voilà, tout député a aussi comme rôle de défendre les intérêts des citoyens et citoyennes de sa circonscription. Et c'est vrai qu'à l'étranger, on a des problématiques et des thématiques propres sur lesquels les 11 députés de l'étranger travaillent d'ailleurs ensemble souvent. Donc, il y a des sujets, vous les connaissez bien, qui concernent un peu tout le monde. C'est le renouvellement des papiers d'identité. Quand on est parent, on a des enfants, il y a le sujet de la scolarité, qu'elle se fasse dans le réseau de l'AEFE, c'est-à-dire des lycées français ou localement. Il y a le sujet de l'emploi qui est une autre thématique. C'est vrai qu'en Espagne et aussi au Portugal, on reçoit beaucoup de retours de la part de nos compatriotes selon lequel c'est compliqué en fait de changer professionnellement. Donc voilà, ça c'est alors il y en a d'autres. Tu as le sujet, t'as des sujets fiscaux. La bonne application des conventions fiscales, par exemple. Tu as aussi le sujet des sujets sociaux, le soutien aux organismes de bienfaisance et l'action sociale directe de l'État français. Enfin voilà, il y a toute une série de problématiques. Moi, dans la perspective de cette campagne, j'ai décidé de me concentrer sur les trois premières. Donc, je te dirais, en ce qui concerne le renouvellement des papiers d'identité, je m'inscris dans la continuité un peu de ce qu'a défendu mon prédécesseur, qui était donc la simplification et la dématérialisation du renouvellement des papiers d'identité. Donc, tu le sais peut-être, mais depuis 2017, on peut recevoir son passeport de manière dématérialisée. Mais en 2024, jusqu'à fin février 2025, il y a une expérimentation au Portugal, donc dans notre circonscription et également au Québec, sur la possibilité en fait, de renouveler ton passeport de manière entièrement dématérialisée. D'accord. Et donc l'enjeu maintenant, il a été proposé d'étendre cette expérimentation à l'Espagne. Donc on est en attente d'une date concrète, mais elle ne tardera pas à venir. Et l'idée, c'est qu'après cette deuxième expérimentation, ce soit étendu au niveau mondial. Donc ça veut dire que les Français habitant à l'étranger pourront
par Internet, renouveler leur papier d'identité sans avoir à se déplacer dans les agences consulaires. C'est vrai que moi qui habite Barcelone, j'y suis allé pas plus tard qu'hier pour renouveler le passeport de mon fils. Je trouve que c'est très très bien fait. En revanche, c'est vrai que si on habite, je sais pas, à Tenerife ou dans des endroits un peu plus reculés dans l'Algarve, le déplacement est compliqué. Donc, c'est-à-dire que bientôt, on espère pouvoir vraiment pouvoir renouveler ses papiers, quels qu'ils soient, hein, papier d'identité et autres, directement par Internet. Tout à fait, c'est ça l'idée, parce que comme tu viens de l'exposer, ça a un coût logistique, financier, en temps important pour nos compatriotes qui n'habitent pas dans une grande ville comme Barcelone ou Madrid ou Lisbonne. Mais l'idée, c'est également parce qu'il y a quand même des personnes parmi nous qui ne sont pas forcément très familiarisées avec l'outil informatique. Et donc, l'idée, c'est pas du tout de supprimer l'assistance en personne, mais au contraire de libérer peut-être des ressources pour que celles et ceux qui en ont besoin de cette assistance en personne puissent également y avoir accès. Et donc, je soutiendrai également l'augmentation des tournées consulaires, qui permet effectivement à ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui ne se servent pas bien de l'outil informatique de pouvoir renouveler leur papier d'identité à proximité de là où elle habite. Et donc, en fait, il y a quand même une sorte de, je dirais pas de dualité, mais de complémentarité ou de distinction par rapport aux députés des Français de France, c'est que il y a toute une partie qui est de représenter la nation, qui est le même métier finalement que celui d'un député dans une circonscription métropolitaine ou d'outre-mer, en tout cas en France. En revanche, c'est vrai qu'il y a des problématiques liées au fait que ce soit des concitoyens qui non seulement habitent à l'étranger, mais dans différents pays, parce que l'Espagne, le Portugal, Andorre, Monaco ont des situations un petit peu complexes. Toi, comment tu sens aujourd'hui, je n'avais pas l'état d'esprit, mais comment se compose cette population des administrés français qui vivent dans ces pays-là? Il y a quand même, ils sont homogènes, hétérogènes. Qu'est-ce qui les caractérise selon toi? Alors déjà, peut-être pour que tout le monde se fasse une idée, de personnes inscrites au registre consulaire, il y a environ entre 110 000 et 115 000 Françaises et Français dans notre circonscription. Au total, sur l'ensemble de la circonscription? Sur l'ensemble de la circonscription. Il y en a probablement le double, au moins, en comptant celles et ceux qui ne sont pas inscrits. Et ces 110 115 000 se répartissent de la manière suivante. Il y en a à peu près 80-85 000 en Espagne, ensuite 20 000 au Portugal, 2 500 en Andorre et à peu près 6 000 à Monaco. Donc l'Espagne est quand même la majorité écrasante du nombre de Français, de Français de l'étranger. Ah oui, je pense, on pense souvent que le Portugal, il y a beaucoup de Français au Portugal, mais c'est quand même l'Espagne qui est le plus gros contingent. Oui, alors le Portugal est un pays plus petit, alors peut-être que proportionnellement, c'est ça qui nous donne l'idée qu'il y en a beaucoup plus au Portugal. Et puis c'est vrai que ce qui est vrai, c'est que les inscrits au Portugal ont beaucoup augmenté ces dernières années. Ouais. Chose qui est moins vraie pour l'Espagne, puisqu'au Portugal, il y a 5 ans, on était plutôt à 16 000 et là, on est plutôt à 20-21 000. Oui, et c'est une population qui est un peu... l'image qu'on s'en fait, c'est un peu la population, pas mal de retraités qui viennent... alors, certains qui viennent profiter des conventions fiscales qui n'existent peut-être bientôt plus. Et il y a aussi cette population un peu plus senior dans le Portugal. C'est l'idée qu'on s'en fait, je sais pas Oui, mais je pense que les derniers arrivants correspondent un peu moins à ce profil qui était le profil classique, en fait. Et il y a de plus en plus des personnes, des actifs, en fait, qui vont au Portugal pour entreprendre, travailler. Voilà, donc on change. Voilà, le profil a un peu changé par rapport à celui que tu décrivais. Et alors, toi, t'es arrivé il y a pas mal de temps en Espagne. Oui, en 2006. 2006, donc ça va bientôt faire 20 ans. Exactement. Comment est-ce que tu as, vraiment à titre personnel, je ne sais pas si c'est un biais, parce que moi je suis là depuis 14 ans, mais j'ai l'impression que le nombre de Français s'est multiplié, comme si je ne voyais pas le flux retour ou le flux de départ vers d'autres destinations, mais tu as le sentiment qu'il y a de plus en plus de Français, enfin je pense que c'est étayé par les chiffres, mais comment tu as vécu cette destination, Madrid, qui était certainement beaucoup moins connue en 2006 et qui aujourd'hui fait partie un peu des sujets de conversation, est très attractive, et donc tu as vu arriver ces Français, comment est-ce que toi, voilà, en 20 ans,
ta perception de l'arrivée de tous ces Français, actifs, inactifs, avec leurs particularités, dans la ville dans laquelle tu habites. Ça t'a frappé ou tu as plutôt une vie, tu as eu une vie assez madrilène? Voilà, comment tu considères l'évolution de cette communauté de Français? Alors, si tu veux qu'on parle plus de Madrid, c'est vrai que je pense que auparavant, quand un Français ou une Française contemplait, réfléchissait à aller en Espagne, je pense que le premier nom qui lui venait à l'esprit était Barcelone. Et c'est vrai que Madrid a gagné en termes d'attractivité, de visibilité internationale, pas seulement auprès du public français, mais je te dirais en général mondialement. Maintenant, c'est vrai qu'à Madrid, tu as une population de Français et de Françaises qui sont établis là depuis très très longtemps. Mon cas est vraiment pas unique. Donc moi, ça fait quasiment 20 ans, mais j'en connais, ça fait 25 ans, 30 ans. Tu as des personnes qui sont arrivées là en fait, au début de leur carrière professionnelle parce qu'elles y avaient étudié ou elles y sont venues juste après y avoir étudié. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui différencie un petit peu la population française de Madrid, de Barcelone. C'est vrai que les familles françaises installées à Madrid le sont plus sur le long terme qu'à Barcelone, où ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas à Barcelone non plus. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a plus de flux à Barcelone-France, en particulier parce qu'on est tout près de la frontière. Je pense que c'est aussi ce qui fait qu'il y a beaucoup de Français par rapport aux autres communautés nationales. C'est qu'en fait, ça part, ça revient, ça s'installe, ça reste pas forcément longtemps. Alors que ce que tu dis de Madrid... C'est un petit peu l'effet l'auberge Ouais. espagnole, je pense, pour Ouais. Barcelone, où tu as beaucoup de Français ou de Françaises qui viennent s'y établir pour une expérience de quelques années, que ce soit pour un Erasmus, des études, une expérience professionnelle, mais qui n'ont pas forcément vocation à rester plus longtemps. Et c'est vrai qu'à Madrid, tu vois beaucoup de Français et de Françaises qui sont installés là vraiment à long terme, en fait. Et moi, je trouve que, même si ça reste vrai, je trouve que dans ces dernières années, c'est devenu des destinations d'installation. Et est-ce que, à l'intérieur, quand on compare aux autres destinations où il y a les 10 autres députés des Français de l'étranger, je crois qu'il y a une singularité, c'est qu'il y a peu de circonscriptions dans les autres circonscriptions des Français de l'étranger où les députés y habitent réellement. En tout cas, c'est des destinations qui sont plus lointaines. Moi, j'ai l'impression que l'Espagne et le Portugal sont devenus vraiment des destinations d'installation de ces familles. Il y a toujours cet effet auberge espagnole à Barcelone, mais moi, je vois arriver des gens qui restent durablement en Espagne. Est-ce que ça crée... Alors, je ne sais pas si par rapport aux autres circonscriptions, il y a des traits qu'on puisse tirer, mais est-ce que ça crée une singularité dans les relations franco-espagnoles, le fait qu'on est quand même, on dit 110 000 inscrits, dans la réalité, il y en a sans doute plus du double, comment l'Espagne considère cette installation des Français? Tu vois ce que je veux dire? C'est que je trouve que les autres destinations, c'est plus l'image de l'expat, ou c'est plus l'image presque de l'aventurier quand c'est très lointain. Mais pour moi, j'ai l'impression que les gens sont venus faire leur vie ici, un peu comme ce que tu disais à Madrid. Certainement que ça a été un peu vrai à Madrid plus tôt, mais quand je vois Barcelone et quand je vois les gens qui s'installent à Lisbonne, ils s'installent pour rester. Mais alors, en fait, je pense que pour illustrer ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, les Français et les Françaises d'Espagne, ils ne sont pas seulement installés à Madrid, Barcelone ou Lisbonne. En fait, à la différence, par exemple, tu vois, de la 3e circonscription de l'étranger, qui sont donc le Royaume-Uni, la Scandinavie et l'Europe du Nord en général, où, en fait, 80% des Françaises et Français installés là-bas le sont au Royaume-Uni. Et une fois que tu regardes le Royaume-Uni, 80% d'entre eux sont à Londres. Ouais. Ici, si je prends par exemple l'Espagne, sur les 85 000 dont on parlait avant, la moitié en fait seront à Madrid et à Barcelone et le reste est réparti entre plein d'autres endroits. Alicante, Valence, sont des places fortes. Les Baléares aussi, j'imagine. Il y en a un peu partout. Un peu moins les Baléares aussi, mais un peu moins vraiment quand tu regardes les chiffres. Ouais. Tu dois avoir à peu près 20 000 inscrits à Madrid, 25 000 à Barcelone. Donc, tu vois, ça fait à peu près la moitié des 80-85 000. Après, dans les 20 donc c'est Alicante, Valence, Murcia, tu dois en avoir entre 10 et 15 000. En Andalousie, tu en as 8 000. Dans le Nord, tu en as 4 000. T'as les Canaries, il y en a 2000, 3000. Enfin, c'est vraiment très... Et dans les Baléares, pareil. Ouais. Donc, tu vois, c'est très, très, très réparti. Et c'est ça qui fait, je pense, c'est une des caractéristiques, effectivement, de notre circonscription, où, en fait, les Français vraiment vivent dans toute la circonscription. Et au Portugal, c'est pareil, la moitié des 20 000 sont à Lisbonne, mais t'en as aussi pas mal, beaucoup en Algarve, t'en as aussi une bonne partie à Porto. Donc, c'est vraiment... On voit bien que les Françaises et Français d'Espagne sont vraiment établis et ont un lien étroit avec leur pays de résidence.
puisqu'ils sont vraiment partout, tu vois, autant dans les capitales qu'en province, on va dire. Ouais, et est-ce que ça fait que est-ce que cette installation ne crée pas justement une sorte de dualité ou dichotomie où la politique française les intéresserait peut-être un peu moins? Je sais pas, parce que moi, je ne sais pas si mon cas est intéressant, mais il est vrai que on a un regard paradoxalement quand même assez proche, parce qu'on est tout près de la France, et quand même un peu distancié du fait de vivre en tant que Français étranger. Quand tu parles avec les gens qui vivent ici, les Français qui sont installés ici, fût-ce depuis très longtemps ou même depuis moins longtemps, euh, quel est comment tu caractériserais leur rapport à la politique française? Parce que finalement, bah, ce que tu représentes quelque part, ça les intéresse, ça les intéresse pas, ils se situent dans les débats ou voilà, il y a plus une distance où tu te dis, en fait, il y a des groupes qui sont encore très en lien avec l'actualité politique et les enjeux politiques, et d'autres pas du tout. Comment tu définirais ça? Alors, effectivement, quand tu regardes les chiffres de participation aux élections, par exemple, hein, ça peut être un bon indicateur de ce que tu dis. Les taux sont beaucoup moins élevés qu'en France, évidemment. Mais par exemple, quand tu vois l'actualité le justifie et que nos compatriotes ressentent, tu vois, l'importance du moment, on va dire, ou les risques du moment, comme par exemple l'année dernière après la dissolution, là, on a eu des taux de participation records qui étaient entre, tu vois, 35 ou 40%, ce qui pour l'étranger C'est important. est vraiment, vraiment énorme. Donc, je pense que effectivement, quand tu vis à l'étranger, bah, y a forcément à un moment, tu te déconnectes un petit peu de ton pays, parce que c'est aussi ce qui te permet de t'intégrer dans le pays où tu es. Mais je pense que la plupart, en fait, des Français et Françaises d'Espagne et du Portugal et de la circonscription en général restent très attachés à la France. Et même si peut-être que tu vas t'informer de manière un peu moins continue et un peu moins régulière, je pense qu'en général, quand on est Français ou Française de l'étranger, au contraire, on reste très, très attaché à son pays d'origine. Et c'est vraiment une sorte de boussole. Et c'est pour ça qu'on a quand on est parent, par exemple, on a ce besoin fort de transmettre la culture et la langue française à nos enfants, parce qu'on a gardé cet attachement. Et alors, par contre, voilà, cet attachement, c'est un attachement, on va dire, lucide. C'est pas parce que, alors, Oui. on aime beaucoup notre pays, mais on a un regard peut-être, voilà, un peu, parfois un peu critique, puisqu'on a le pouvoir de la comparaison. Mais Mais il n'y a pas de détachement. Tu dirais qu'il y a quand même il y a un un petit détachement relatif, un quoi. détachement Ouais. relatif, voilà. Je dirais vraiment relatif, parce que par la force des choses, On est rappelé à nos racines, quoi. et puis tu vis ailleurs, donc forcément ton Ouais. attention doit se concentrer sur l'endroit où tu vis. Mais ouais, je pense que c'est vraiment un détachement relatif, et qu'en fait, au contraire, on reste très attaché et on se sent très concerné par ce qui se passe. Par ce qui se passe en France. On le voit bien dans les conversations dans mon entourage. J'imagine que c'est la même chose dans le tien également. L'actualité politique française, Ouais. j'imagine. Elle est traitée souvent. Oui, alors, Elle est particulièrement en ce moment, elle est traitée, j'imagine, tu vois. particulièrement en ce moment. Après, oui, c'est vrai que la différence. Enfin, moi, je suis très dans ce monde de Français de Barcelone qui est encore, je trouve, une sédimentation un peu plus récente, mais avec des gens qui généralement sont là depuis moins longtemps. Donc, on est encore très près. Et je trouve que nous, on vit quasiment en France, en fait. On est à 150 km de la frontière. On n'a pas forcément, on vit pas forcément les choses de la même manière que le reste des Français de la circonscription. Mais bon, c'est vrai qu'Andorre, Monaco, c'est aussi tellement proche que quotidiennement on y est rappelé. Mais c'est vrai que cette distance, comment est-ce qu'elle te donne envie justement de t'impliquer en politique? Parce que toi, tu es depuis 2006 à Madrid. À quel moment tu t'es dit, en fait, je veux pouvoir, je dirais pas entrer en politique, mais je veux pouvoir avoir un rôle politique pour les Français de l'étranger. Comment ça s'est fait? Alors, il y a une sorte de préhistoire à ce que tu dis. Pendant mes années d'études, en fait, à Dauphine, j'ai été responsable d'une association de promotion de l'Europe, qui faisait partie du mouvement européen. Je ne sais pas si tu connais, ça existe encore aujourd'hui. C'est une association de promotion de l'Europe transpartisane. Et c'est vrai qu'à l'époque, et c'était avant de prendre la décision d'aller étudier en Allemagne, j'en étais arrivée à la conclusion que l'engagement transpartisan est nécessaire, mais qu'à un moment, si tu veux vraiment faire bouger les choses, à un moment, il faut un engagement plus,
on va dire, plus marquée. Et puis après, voilà, je suis partie à l'étranger, j'ai terminé mes études, j'ai commencé à travailler dans le monde de la fusion-acquisition et j'ai laissé de côté la politique complètement. J'étais un petit peu prise par le cours de ma vie, voilà, ma carrière professionnelle, la construction de ma famille, etc., qui m'a amenée d'Allemagne en Espagne. Et c'est vrai que voilà, je m'en souviens très bien. J'allais avoir 40 ans en 2017, à l'été 2017. Je venais d'avoir mon deuxième enfant. J'avais dû me réintégrer dans mon poste assez rapidement en raison de mes responsabilités. Et c'était vraiment une période de ma vie où j'avais vraiment pas le temps de m'engager en politique. Mais je me suis dit, il y a enfin une force politique qui représente tes valeurs. Tu vas avoir 40 ans l'été prochain. Si tu ne t'engages pas en politique maintenant, alors que c'est dans le fond quelque chose que tu as toujours souhaité, tu ne le feras jamais. Et donc, voilà, c'est en 2017, début 2017, que j'ai commencé à m'engager. Et voilà, en premier, en tant que militante. Et j'ai trouvé ça, tu vois, quand on parlait de l'attachement qu'on peut avoir par rapport à la France. Moi, ça m'a permis de reconnecter à un niveau, je dirais, intellectuellement enrichissant avec mon pays, parce que c'est vrai que ça faisait 11 ans que j'étais en Espagne, et je m'étais effectivement un petit peu détachée, un détachement relatif, mais effectivement, je ne suis plus d'aussi près l'actualité française, parce que voilà, j'avais voulu... mon souci premier avait été vraiment de m'intégrer dans ma vie en Espagne. Et c'est vrai qu'au bout de 11 ans, j'étais heureuse de pouvoir renouer un peu avec mon pays, parce que c'était un moment où voilà, j'avais voilà, mes 2 enfants, et où je me disais là, mais Nathalie, là, j'ai l'impression que tu vas rester longtemps ici. Enfin, c'est pas comme... parce que j'avais eu une première expérience d'expatriation en Allemagne, mais où après 6 ans, j'avais décidé que c'était pas forcément là où j'allais passer le reste de ma vie. Et d'ailleurs, j'étais repassée par Paris avant de m'installer en Espagne. Et là, c'est vrai qu'en 2017, ça faisait 11 ans que j'étais là, et je voyais que en fait, j'allais continuer encore. Je voyais un horizon où je restais en Espagne, et je me suis dit, et je pense que ça nous arrive tous en fait quand on voit que, on est ok, c'est ok de vivre à l'étranger, mais quand tu sens que ça va être pour plus de 3 ans et que tu vas y rester longtemps, tu ressens, je pense, ce besoin de te reconnecter à tes origines. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et l'engagement politique a été une manière de le faire. Et donc, voilà, cet engagement a commencé voilà, à ce moment-là de manière bénévole. En 2020-21, Stéphane m'a proposé de le rejoindre. Stéphane Vogetta, donc le député de la Circo jusqu'à cet été, m'a proposé de le rejoindre sur sa liste au consulaire. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'explique ce que c'est les élections consulaires, ou si c'est clair. Ouais, je pense que c'est assez clair, mais effectivement, on peut faire une petite phrase pour ceux qui ne connaissent pas. Mais... Voilà, c'est donc les élections consulaires consistent en l'élection ce qu'on appelle les conseillers et les conseillères des Français de l'étranger, qui sont des élus locaux, un peu comme les élus municipaux en France, et qui représentent les Français et Françaises de l'étranger face au consulat et aux administrations françaises à l'étranger en général. Les prochaines sont en 2026. Et donc, en 2020, donc, Stéphane m'a proposé de le rejoindre sur cette liste, parce que c'est un scrutin de liste. Et donc, voilà, j'avais été élue déléguée consulaire à l'issue de ces élections. Et puis, en 2022, suite à ça, Stéphane s'est présenté après avoir été suppléant, comme tu le sais. Et c'est là qu'il m'a proposé de le rejoindre comme suppléante. D'abord dans un scénario où il allait être investi par René, la République En Marche, comme tu le sais, et puis finalement en indépendant. Et on se souvient de ce feuilleton, effectivement. Et donc j'ai décidé de le suivre dans cette démarche, on va dire, indépendante. Et voilà, et cette expérience de suppléante, en fait, m'a permis était vraiment très précieuse pour me rapprocher et mieux comprendre les réalités et les préoccupations de mes compatriotes. Moi, je le savais déjà, parce que quand tu vis ici, oui, tu es au courant. Tu rencontres toi-même les difficultés que rencontrent les autres. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a permis
d'acquérir encore une meilleure connaissance des thématiques que nos compatriotes peuvent avoir. Et ça m'a donné l'envie de m'engager encore plus activement. Et ce qui explique ma présence ici aujourd'hui et ma candidature aux prochaines élections. Et alors, on est dans une période effectivement un peu bizarre parce qu'on enregistre le 6 septembre. Probablement que le 8 septembre, le gouvernement va changer en France, qu'on a des élections présidentielles qui sont dans un peu moins de 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette année et demie-ish, comme on dit, de mandature? Il y a des sujets qui sont quand même clés. On a commencé par un peu distinguer les sujets nationaux des sujets plus locaux. C'est quoi les choses qu'il faut faire là dans l'année et demie qui vient, dans ce mandat-là pour toi? Alors, moi, je me présente pour exercer un mandat utile. Effectivement, tu l'as dit, le contexte politique est exigeant. Mais je suis convaincue que des avancées sont possibles et je suis vraiment déterminée à les obtenir. Et donc, on a parlé tout à l'heure des sujets plus spécifiques des Français et Françaises de l'étranger. Il y a aussi des sujets nationaux sur lesquels j'aimerais bien m'impliquer et qui me semblent des sujets, je te dirais, qui peuvent donner lieu à des accords on va dire transversaux, transpartisans, enfin voilà, sur lesquels on peut avancer malgré le contexte politique compliqué. Donc il y en a 2 qui s'inscrivent dans la continuité de l'action de Stéphane Fujeta, qui sont on va dire la défense des mineurs face aux dérives du numérique. Et le second sujet, c'est la transparence des finances publiques, la maîtrise et l'efficacité de la dépense publique, la soutenabilité de notre système de retraite et l'équité entre les générations. Je pense que c'est vraiment un sujet clé en ce moment, comme on peut le voir. Stéphane a vraiment été un lanceur d'alerte sur le sujet. Et c'est un sujet dans lequel je me reconnais complètement et que j'aimerais bien, si je peux, je m'efforcerai pour le faire avancer. Et maintenant, on a des élections, Nathalie, on a des élections législatives ici, dans un moment particulier, parce que on est le 6 septembre et puis il va certainement se passer des choses à partir de la semaine prochaine, mais surtout, dans 1 an et demi à peu près, il y a de nouvelles élections présidentielles, donc il y aura de nouvelles élections législatives. Et dans ce temps qui est imparti, qu'est-ce qu'on a le temps de faire quand on veut être élu pour une durée originelle de 1 an et demi? Quelles sont les choses sur lesquelles justement il faut se dire on a peu de temps, mais il faut être impactant sur quelques sujets, et ce seront lesquels pour toi? Alors, je crois que je l'ai déjà suggéré, mais l'idée de ma candidature et du mandat que j'exercerai si je suis élue, c'est d'avoir un mandat utile. Je ne veux pas être élue pour faire élire qui que ce soit en 2027. Je suis là pour faire avancer des choses. Il est vrai que le contexte politique est exigeant, hein, j'en ai conscience, mais des avancées sont possibles et je suis déterminée à les obtenir. Alors évidemment, dans ce laps de temps si court, je ne peux pas tout faire, donc j'ai décidé de me concentrer sur quelques priorités. Au niveau national, puisque comme on en parlait tout à l'heure, le rôle d'un député des Français de l'étranger, c'est aussi de voter des lois au niveau national. Je me concentrerai sur 2 sujets qui s'inscrivent dans l'action de mon prédécesseur, qui sont la protection des mineurs face aux dérives du numérique. Ça, c'est le premier. Et le second, c'est promouvoir une plus grande transparence des finances publiques et une plus grande efficacité de la dépense publique, tout en permettant une meilleure équité intergénérationnelle. Ensuite, j'apporterai mon projet propre qui est de bosser un peu de m'investir sur le sujet de la diversité et de l'inclusion comme levier de compétitivité pour nos entreprises et l'économie. Après, on en parlait en début de podcast, mes priorités pour les Françaises et les Français de l'étranger, c'est la simplification et la numérisation des démarches administratives, garantir un accès à un enseignement de qualité de la langue de la culture française, et enfin
fomenter l'intégration professionnelle de mes compatriotes au Portugal et en Espagne. Et tu penses qu'en 1 an et demi, alors tu fais une claire différence entre les sujets effectivement nationaux où on a déjà, Stéphane a déjà fait passer des lois, puis une continuité effectivement, et les sujets locaux, on a le temps alors peut-être pas de changer les lois, mais on a le temps de donner des orientations, que ce soit effectivement sur, tu parlais de l'inclusivité en entreprise, c'est-à-dire de commencer à entamer des choses ou à prolonger des combats, et si tu devais si tu devais avoir un marqueur de ce progrès, il serait lequel? Si on prend l'exemple de l'inclusivité, quand on préparait cet épisode, tu disais que c'était beaucoup sur pour permettre aux personnes neuroatypiques de mieux s'intégrer. Ce serait quoi le marqueur d'une progression selon toi? Qu'est-ce que tu espères aller obtenir pour que justement pour pouvoir dire cette 1 an et demi a été utile pour ce combat que je mène? Alors évidemment, mon rêve, ce serait un jour de faire voter une loi qui favorise l'inclusion des personnes neuroatypiques. Mais c'est vrai que dans ce court laps de temps, je ne sais pas si ce sera possible, donc je ne veux certainement pas promettre cela. Par contre, tu vois, ce serait un succès pour moi de mettre un coup de projecteur là-dessus et de faire en sorte que que la société considère que la neurodiversité est un enjeu d'inclusion, au même titre que la diversité, l'orientation sexuelle ou l'orientation religieuse ou ce genre de choses, ou la parité, qu'on arrive à se mettre d'accord sur le fait que c'est un enjeu d'inclusion et qu'il faut travailler dessus. Quelque part, un petit peu comme sur le sujet de la dette, d'arriver à faire réaliser, à créer une sorte de consensus. Exactement. Sur du fait que faire prendre conscience, en fait. Voilà. Le problème de la dette qui est lié aux organismes de retraite, c'est un problème. Il faut avoir un consensus. Et donc, forcément, peut-être qu'en 1 an et demi, on n'a pas le temps de changer la société. Et heureusement ou malheureusement, en tout cas, c'est un fait. En revanche, de dire, le neuroatypisme en entreprise, c'est un sujet qu'il faut traiter au même titre que beaucoup d'autres sujets de diversité qui ont été traités avec les années. Exactement. Et pour moi, la différence cognitive, comme on peut l'appeler aussi, c'est vraiment une richesse pour nos sociétés et ça peut vraiment apporter... si les personnes neuroatypiques accèdent en fait à un environnement qui est adapté à leurs besoins, elles peuvent apporter énormément de valeur ajoutée à une entreprise, à notre économie. Et c'est un win-win pour les deux côtés. Et vraiment, si je peux arriver à faire prendre conscience de cela au sein de notre société, pour moi, ce sera déjà un succès. D'accord. Et sur les sujets plus de français de l'étranger, tu parlais de l'accès aux Français à l'éducation française, qui est quand même aussi dans la gamme de tout ce que la France a développé international. C'est quand même au départ une vraie richesse. On prend les instituts français, les alliances françaises. Aujourd'hui, quel est l'enjeu selon toi pour les populations françaises de plus en plus nombreuses à l'étranger sur l'accès à la culture et à l'apprentissage du français? C'est devenu plus difficile, c'est toujours. Tu vois, est-ce que là aussi il y a des sujets un peu importants à traiter dès maintenant pour toi? Alors oui, mon programme concernant ce point-là repose sur 2 piliers. Il y a le pilier AEFE, le réseau des lycées français, qui est un trésor qu'il faut chérir et dont il faut préserver la viabilité. Et on sait qu'actuellement, elle est remise en cause par des déficits structurels et conjoncturels. Et donc, ma priorité, ça va être de faire en sorte de maintenir la viabilité de ce réseau et de faire en sorte que cette viabilité ne se fasse pas au prix de hausse de scolarité inacceptable par les parents qui scolarisent leurs enfants dans le réseau. Mais au-delà de ça, on sait bien que pour des raisons financières ou de choix éducatifs ou logistiques, beaucoup de nos enfants français à l'étranger en fait, ne sont pas scolarisés dans le réseau des lycées français et qu'il faut donc développer toutes les solutions alternatives qui permettent à des parents français d'inculquer et de transmettre la culture et la langue française à leurs enfants. Je pense au réseau d'associations Flammes, je pense au développement des sections bilingues qui mènent parfois à un bachibac comme en Espagne et aussi à ce que peuvent offrir d'autres
d'autres institutions comme les Alliances françaises ou les instituts français. Enfin, voilà, il y a toute une série d'offres alternatives qu'il faut consolider, voire développer dans certains cas, pour que vraiment tous les enfants français de l'étranger, même s'ils ne sont pas dans le réseau AEFE, puissent accéder à cela. Puissent accéder à ça, effectivement. Bah écoute, merci beaucoup Nathalie. L'élection, c'est le 22. Alors, il y a une partie de l'élection qui est en ligne à partir du 19 septembre. Du 19 au 24. Du 19 au 24 en ligne. Et ça, c'est quand même aussi un des trucs super, un des points vraiment positifs, c'est qu'on puisse voter en ligne et que ça se fait relativement bien. Et ensuite, vous êtes trois quarts d'entre vous le font, en fait. Et ça, c'est quand même génial parce qu'effectivement, ne serait-ce que pour permettre aux populations, on en parlait au début, parce que à la moitié des Français qui sont ailleurs que dans les grandes villes, bah, c'est une praticité. Il y a des bureaux de vote en dehors des grandes villes ouais. aussi. Mais parfois, le bureau de vote est quand même à 100 km ou à 50 km. Et le fait de pouvoir voter en ligne, ça, c'est vraiment est quand même un avantage, effectivement. Et alors, quand même, à l'urne, le 22 septembre. Non, le 28. Le 28 septembre, pardon. 19 au 24 par Internet. Le 28, premier tour. Ensuite, pour le deuxième tour, du 3 au 8 octobre par Internet. Et le 12 dans les urnes. Voilà, c'est très clair. Merci Nathalie. Merci à toi Guillaume. À bientôt.